Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce 23h, en Côte d'Ivoire, le groupe Tata International réitère son partenariat avec le pays par un appui à la Sotra. Le président du groupe a été reçu dans ce cadre par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Le renforcement du parc auto de la Sotra et la perspective d'industrialisation de l'automobile dans le pays ont été abordés au cours de la rencontre. La 4e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé a démarré ce lundi. L'événement a pour but de se focaliser sur la synergie d'action entre l'État et le secteur privé pour intensifier les décisions politiques et les initiatives répondant aux défis de l'inclusion économique et sociale. Et le premier des prix Nobel a été dévoilé ce jour, c'est celui de la médecine. Il récompense cette année 2 Américains et un Britannique pour leurs travaux sur le contrôle de l'oxygénation des cellules permettant de lutter contre le cancer et l'anémie. Bienvenue dans ce 23h. Dans l'actualité de ce lundi, de grandes choses se décident pour le renforcement de la flotte automobile de la Sotra. Une délégation indienne du groupe Tata a été dans ce cadre reçue par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Rappelez-vous, il y a 2 ans, une convention de plus de 50 millions de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et Tata Motors avait permis l'acquisition de 500 autobus. Et cette fois, le groupe indien vient pour un nouveau partenariat. Le compte-rendu de cette audience par Abdoulaye Koné. 2 ans après avoir permis l'acquisition de 500 nouveaux bus pour enrichir le parc automobile de la Sotra, le groupe Tata International entend davantage s'impliquer dans le renouvellement du parc automobile abidjanais. C'est la 3e visite, juste pour renouveler nos coopérations avec la compagnie Sotra et avec le gouvernement du Côte d'Ivoire. Voir comment on peut continuer notre coopération et voir comment agrandir notre coopération avec le pays. Pour préserver le capital savoir de la Sotra, afin d'assurer la pérennité de ses performances, le gouvernement ivoirien mise de plus en plus sur le transfert de compétences. Tata a installé une équipe ici depuis 2 ans, qui a formé, qui travaille donc avec la Sotra, qui a renforcé les capacités donc, du personnel technique de la Sotra pour la maintenance donc, des autobus. Et nous sommes en train de regarder, sur instruction de Monsieur le Premier ministre, pour aller de l'avant, notamment en ce qui concerne l'assemblage de véhicules. Ce sont les instructions qui nous ont été données. Donc cet après-midi, nous allons avoir des séances de travail sur l'assemblage, le montage de véhicules. Et très rapidement, dans quelques années, à aller vers une industrialisation totale, donc la production d'automobiles avec Tata, ici en Côte d'Ivoire. Tata International a commencé ses activités en Côte d'Ivoire en avril 2012. Aujourd'hui, le groupe est impliqué dans la distribution et la vente au détail de véhicules utilitaires. Les députés de Côte d'Ivoire étaient à l'école des droits de l'homme. Ils ont été instruits par le Conseil national des droits de l'homme à la mise en œuvre des 222 recommandations pour améliorer la situation des droits de l'homme sur le territoire ivoirien. Ces 222 recommandations sont issues de l'examen périodique universel de septembre dernier qui a passé en revue les réalisations du pays pour le respect des droits de l'homme. Éric Goré. Les parlementaires ivoiriens à l'école des droits de l'homme. Cette initiative du Conseil national des droits de l'homme vise à les outiller davantage sur ces questions. Les députés jugent cet atelier opportun. Cette séance permettra aux députés de prendre la pleine mesure des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel de Côte d'Ivoire et des attentes du CNDACI et de ses partenaires à l'égard des députés. À cet effet, le sujet qui nous rassemble ce matin est d'actualité et revêt une importance capitale. Il s'agit de renforcer nos capacités dans la promotion de la bonne gouvernance. Les autorités ivoiriennes sont engagées à améliorer les conditions de vie des populations en mettant un accent sur la question des droits de l'homme dans tous les domaines d'activité. Sur 181 recommandations acceptées en 2014, la Côte d'Ivoire passe aujourd'hui à 222 recommandations. Lors de son 3e cycle en 2019, la Côte d'Ivoire a reçu 247 recommandations, dont 222 qui ont été acceptées.
ce qui fait en fait 90% des recommandations acceptées. Ce pourcentage est plus élevé par rapport à la moyenne internationale. Honorables députés, faire prendre des lois ou voter les lois contribue à la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. En effet, l'aspect législatif constitue l'une des pierres angulaires du dispositif de mise en œuvre de ces recommandations. En permettant à la Côte d'Ivoire de participer à l'examen périodique universel, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait de la question des droits de l'homme une priorité. Et parlons économie à présent. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan la 4e édition de la Journée nationale de partenariat État-secteur privé. C'est une plateforme d'échange qui favorise la présentation des réformes prises par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un cadre d'expression des attentes du secteur privé ivoirien. Et cette 4e édition planchera plus sur les défis socio-économiques et particulièrement en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'accessibilité à l'eau, à l'employabilité, à Sotoré. Partenariat État, secteur privé pour une croissance inclusive et durable. C'est le thème de la 4e édition de la Journée nationale du partenariat. Cette rencontre est focalisée sur une synergie d'action entre l'État et le secteur privé en vue d'intensifier les initiatives visant à répondre aux défis de l'inclusion économique et sociale dans le pays. Pour cela, le gouvernement a initié une matrice d'action à fort impact social contenue dans son programme social d'une valeur de plus de 1 000 milliards de francs CFA. La journée nationale 2019 sera donc l'occasion pour le gouvernement ivoirien d'affirmer sa volonté de maintenir la trajectoire de croissance forte et soutenue, mais aussi et surtout de témoigner sa détermination à redoubler d'ardeur pour assurer une prospérité partagée et un bien-être social en liaison avec le secteur privé. La Journée nationale du partenariat État-secteur privé est le lieu d'exprimer les attentes et les difficultés rencontrées par le secteur privé. Ce cadre de dialogue doit travailler davantage à offrir un environnement de plus en plus favorable aux entreprises, c'est-à-dire, entre autres, un environnement législatif et réglementaire stabilisé, ainsi que les services d'une administration de plus en plus efficace et de plus en plus solidaire. Occasion pour le gouvernement de présenter les réformes et efforts consentis par l'État. S'agissant de l'accès au financement, nous nous réjouissons de l'évolution de l'écosystème du secteur financier avec l'ouverture d'un 3e compartiment à la BRVM dédié aux PME, la mise en place de l'Observatoire de la qualité des services financiers et la diversification du paysage concurrentiel du secteur bancaire qui comprend à l'heure actuelle 29 banques et établissements financiers. En ce qui concerne le volet fiscal, le gouvernement s'inscrit dans un processus de simplification des formalités à travers la digitalisation des procédures de paiement des impôts. L'édition 2019 de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé est marquée par des panels, des ateliers et des rencontres B2B. Un autre événement ouvert ce jour, la foire du commerce de la CEDEAO. L'initiative est favorable aux échanges aussi commerciaux et elle a lieu depuis ce 7 octobre et elle réunira pendant 10 jours une vingtaine de pays de la sous-région et du monde. Nadia Idja nous y emmène. Reportage. Ils sont nombreux les visiteurs venus découvrir la diversité d'articles proposés à cette première édition de la foire de la CEDEAO. CHCA est l'un de ces visiteurs. Féru de belles paires de chaussures, il est attiré par ce stand. C'est de jolies chaussures. En tout cas, j'invite les gens à venir voir clair dedans. C'est des chaussures de bonne qualité, puis à un prix vraiment défiant toute concurrence. Du côté des exposants, les démonstrations et astuces pour séduire le client ne manquent pas. Ils sont garantis en cuir 100%. On a des mocassins, on fait une promotion de 2 paires. 2 paires de mocassins 25 000, 2 paires de souliers à 30 000. On a aussi des babouches, on a aussi des tapettes. Tout ça aussi, on fait des promotions dessus. L'événement réunit environ 50 participants venus d'une vingtaine de pays. Ces exposants pourront durant ces 10 jours faire de bonnes affaires et tisser des partenariats. Mes attentes, c'est comme d'habitude, vendre les marchandises et avoir des partenariats avec les autres
commerçants. Une occasion également de développer le commerce intra-régional et promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Nous sommes venus et on invite tous les Ivoiriens de venir voir les marchandises, de venir voir les produits et les produits qu'ils devaient peut-être aller ailleurs pour aller chercher, les produits sont venus à les porter. C'est comme ça que le tourisme se constitue. Les gens pensent qu'il faut aller voir les belles plages. Mais vous savez, quand on dépense dans un hôtel pour se loger, quand on prend un taxi, quand on va goûter au mets ivoirien, ça participe de cette valeur ajoutée. La CEDEAO, c'est environ 320 millions de consommateurs. Pour cette première édition de la foire de la CEDEAO, environ 30 000 personnes sont attendues. Voilà, c'est un reportage sur la première journée de la foire du commerce de la CEDEAO. C'est un événement rapporté par Nadia Eja et commenté par Jean-Luc Bangbo. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a été initié à la plateforme Millier. Il s'agit pour Moussa Sanogo d'être informé sur le fonctionnement de cette plateforme interactive dont le but est de récolter et de traiter en ligne les requêtes des usagers de l'administration publique. Mamadou Kouassi. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, échange avec son collègue de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Au centre des échanges, la plateforme numérique interactive dénommée Millier ou encore Ma chose en baoulé. Un outil de dématérialisation de procédures administratives et de satisfaction client développé par le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Il s'agit pour les membres du gouvernement de voir ensemble la connexion de cette plateforme et les structures rattachées, notamment les douanes, le budget et les impôts. Nous sommes venus ce jour mettre à disposition du ministère les outils que nous avions à notre niveau qui devraient permettre également d'avoir des relations avec le citoyen, en faire en sorte, dans un souci de rationalisation, que l'ensemble de ces outils-là soient raccrochés à Millier pour que lorsque le citoyen ait accès à cet outil, qu'il ait à sa disposition la panoplie des informations qu'offre l'État ivoirien pour lui permettre d'exécuter de façon simple et rapide ces démarches administratives. La ministre Raymond Goudou Kofi a présenté les avantages de cette plateforme qui se veut la porte d'entrée de l'administration ivoirienne, car elle offre aux citoyens ivoiriens l'opportunité de recueillir et de traiter en ligne, via le téléphone, les requêtes des usagers clients de l'administration ivoirienne. Les attentes, Millier règle ce problème. La lourdeur de l'administration, Millier règle le problème. L'objectif aujourd'hui pour le ministère de la Modernisation, c'est de faire en sorte de recueillir dans une plateforme unique pour l'État de Côte d'Ivoire toutes ces requêtes. Ainsi, le traitement est plus facile et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les départements ministériels vont pouvoir eux-mêmes très rapidement, à partir de leurs points focaux, donner les réponses directement. La plateforme Millier rentre dans le cadre de la politique de dématérialisation des procédures administratives. Elle vient renforcer le projet de mise en place de la Maison du citoyen qui permet aux usagers de l'administration de disposer des documents administratifs dans un délai court sans avoir besoin de se déplacer. Il y a eu passation de charges au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement. Nommé secrétaire d'État en charge de la promotion et des logements sociaux, Kofi Nguessan Lataille a reçu du ministre Bruno Nagbané-Koné les dossiers afférents à sa fonction. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Le ministre Bruno Nagbané-Koné cède une partie de ses attributions au secrétaire d'État, Kofi Nguessan Lataille. Depuis le 4 septembre dernier, il a en charge la promotion du logement social en lui transférant les dossiers. Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement a fait le point des actions menées dans le cadre des logements sociaux. Mais avant, il a tenu à faire une précision. Ce n'est pas un échec. Au contraire, nous essayons de capitaliser sur les faiblesses qui ont été notées aujourd'hui pour donner plus d'allure, plus de vitesse et plus de force à ce projet-là. Il a également rappelé les projets de ce secteur. Nous pensons qu'il faut sans doute rationaliser le nombre de promoteurs, faire en sorte que dans la multitude de promoteurs actuels, un tri soit fait pour que nous puissions continuer le projet avec ceux qui ont de réelles capacités, à la fois techniques et financières. Le nouveau secrétaire d'État chargé de la promotion des logements sociaux dit mesurer l'importance de sa mission. Je compte sur vous tous ici présents, puisque je crois que nous avons intérêt à loger les Ivoiriens
Et donc nous allons poursuivre le travail, être là pour aider le titulaire du poste à réussir ce pan important du logement social. C'est en 2011 que le gouvernement a lancé le programme présidentiel des logements sociaux avec une vision de 60 000 logements. Mais aujourd'hui, le besoin est passé de 150 000 à plus de 450 000 logements. Intéressons-nous à ces dons de ministère à ministère, une collaboration pour le bien-être des Ivoiriens. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient en appui au ministère de la Santé en offrant 23 millions de francs CFA de dons en nature, 20 motos et accessoires dont des casques. C'est un don dans le cadre de la réalisation des projets Suède et PNSU. Franck Quadio. 20 motos et autant de casques et autres accessoires remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au bénéfice du programme national scolaire et universitaire PNSU, un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le matériel roulant qui est remis aujourd'hui est d'une valeur de 23 millions de francs CFA et porte donc à 869 millions le montant global de financement apporté dans le cadre du projet Suède au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le volet santé de la composante 1-2 du projet Suède vise à améliorer l'accès des femmes et des filles aux services de santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Un don au ministère de la Santé car inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques d'Isuède, dont le ministère de la Solidarité assure la tutelle et coordonne les activités du PNSU. La structure bénéficiaire et le ministre de la Santé, Jeanne Akawole, sont heureux de l'initiative. Nous travaillons sur une cible particulière, la cible des adolescents et jeunes, et ils sont un peu partout. Et nous manquons de moyens de mobilité. Et ce don fait dans le cadre du projet Suède va permettre à ceux qui animent nos structures de santé au niveau périphérique de se déplacer en communauté. Dans cette démarche, pour le ministère de la Santé, le défi majeur, c'est la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pour ce faire, nous devons jouer à fond la proximité. Dans ce sens, notre programme de santé scolaire universitaire, santé adolescents jeunes, a besoin de ces moyens. Un équipement qui va renforcer l'action terrain des agents du projet Suède et du PNSU. La ministre Maria Toukone annonce aussi de nouvelles acquisitions de montant de 150 millions de francs CFA en cours dans le cadre de la collaboration entre les deux ministères. Dans le domaine de la santé, le 6e symposium international du RAFT sur la transfusion sanguine ouvre ses portes demain, mardi 8 octobre 2019. Ce sera ici à Abidjan. Il s'agit pour le réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine qui regroupe une vingtaine de pays d'échanger sur la sécurité immuno-hématologique du patient et particulièrement sur la place de la recherche agglutinine irrégulière et de l'hémovigilance dans la sécurité transfusionnelle. L'opération qui permet d'éviter toute réaction entre les anticorps du malade devant recevoir une transfusion sanguine et les concentrés de globules rouges qui devront être transfusés. Les acteurs de cette rencontre scientifique feront l'état des lieux des recommandations de l'OMS dans les pays membres et tenteront de trouver des solutions afin de maîtriser et minimiser les risques. Le prix Nobel de la médecine, des travaux sur le contrôle de l'oxygénation des cellules permettant de lutter contre le cancer et l'anémie ont été récompensés par le prix Nobel de la médecine. Ils sont le fruit des recherches de 2 Américains et d'un Britannique, William Kaelin et Greg Samanza, et le Britannique Peter Radcliffe. Ils ont établi les fondements de la connaissance sur la manière dont le niveau d'oxygène affecte le métabolisme cellulaire et les fonctions physiologiques. Leurs découvertes ont également ouvert la voie à des stratégies nouvelles et prometteuses dans le combat contre l'anémie, le cancer et beaucoup d'autres maladies. En Côte d'Ivoire, la flotte maritime peut être bientôt de retour sur les côtes et le plan d'eau ivoirien. C'est l'ambition en tout cas du secrétaire d'État aux affaires maritimes, Philippe Legré, était dans cette perspective ce matin dans les services de la police des mers. Le renforcement des moyens de sécurisation pour un meilleur retour de la compagnie maritime nationale est envisagé. Lanciné Bakayoko. Première étape de cette visite d'imprégnation du secrétaire d'État aux affaires maritimes, l'administration des services portuaires.
Face à Philippe Légré, le directeur général des affaires maritimes et portuaires a exposé quelques-unes de ses priorités. Le code qui est passé en 2017 doit voir les décrets d'application être pris. Et puis maintenant l'équipement. Dans le cadre de la loi de la programmation des services de sécurité intérieure, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'équipements ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. En plus de tous ces défis liés à l'organisation administrative des services et aux conditions socio-professionnelles des agents, le secrétaire d'État s'est déclaré particulièrement préoccupé par les conditions de sécurité à cause du contexte mondial. Les gens, sachant que toutes les dispositions sont prises, sécuritaires sont prises sur le continent, eh bien, ils vont maintenant chercher à mettre des stratégies pour passer en mer, pour faire n'importe quoi. Et les affaires maritimes devront être prêtes pour pouvoir faire face à toutes ces éventualités. Sur ces chantiers, la Côte d'Ivoire est très avancée. Le pays dispose d'un centre de sauvetage et de recherche maritime à Marcory, un pôle régional du système de surveillance et de lutte contre la piraterie maritime. À terme, la Côte d'Ivoire envisage de reconstruire une flotte maritime battant pavillon ivoirien. Nous allons prendre toutes les dispositions et nous allons présenter ces projets-là en Conseil de ministres pour que nous puissions avoir cette possibilité de créer une flotte marchande au long de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un objectif que nous voulons atteindre. Nous allons effectivement mettre ça en place. À ce jour, les affaires maritimes ivoiriennes officient dans cet arrondissement pour un effectif de 790 agents. Toujours en Côte d'Ivoire, les commandos parachutistes ont célébré leur saint patron, l'archange Saint-Michel, au 1er bataillon des commandos parachutistes à l'ancien camp militaire d'Akwedo. C'est une fête qui avait pour objet de raffermir les liens entre les militaires et leur hiérarchie. Elle a été marquée par des sauts en parachute, comme vous pouvez le voir, et des démonstrations de commandos. À Azagué, les 118 filles en stage de resocialisation au centre d'instruction ont terminé leur formation. Ce groupe constitue la 7e cohorte de jeunes en situation de vulnérabilité et c'est la première promotion féminine. Ces filles ont reçu durant 2 mois un enseignement selon le programme suivant: l'alphabétisation, le secourisme, le respect des lois, le respect de la nation. Le compte-rendu de Walter Amadou. Pour l'ensemble, garde à vous! Au drapeau! Salut aux terres d'espérance! L'Abidjanaise, l'hymne national du Côte d'Ivoire, entonné au centre de resocialisation d'Azagué. Un pan de la traduction du niveau d'assimilation des enseignements par les 118 jeunes filles en fin de formation. 2 mois durant, ces filles, pour la plupart non scolarisées et en situation de vulnérabilité, ont été instruites dans les domaines de l'alphabétisation, du secourisme, du respect des règles et lois de la nation. Tout cela sous l'administration de l'Office du service civique national, OSCN. Ces jeunes filles constituent en vérité la 7e cohorte que l'Office du service civique national a accompagnée depuis bientôt 1 an et demi. Nous sommes fiers de ce résultat. Nous espérons qu'elles pourront mettre à profit tout ce qu'elles ont appris ici. Une satisfaction pour l'UNICEF, partenaire de ce programme national de resocialisation des jeunes en situation de vulnérabilité. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, pas la chance d'avoir peut-être une qualification professionnelle. Donc on accompagne le service civique, un instrument pertinent pour donner une seconde chance aux jeunes les plus vulnérables. Pour le secrétaire d'État chargé du service civique, c'est la matérialisation d'un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite qu'aucun citoyen ivoirien ne soit laissé pour compte. L'État faisant sa part, Siaka Ouattara invite les 118 filles à demeurer des modèles. Respectueux des symboles de la République et des personnalités qui les incarnent. Des modèles de jeunes filles dévouées et déterminées à sortir de la précarité. Par votre réussite, plusieurs jeunes filles pourront désormais, sans préjugés, s'orienter vers les centres de service civique. Je veux pouvoir compter sur vous. À présent, ces filles vont rejoindre leurs différentes familles pour une période de pause avant d'entamer une formation professionnelle de 4 mois dans un métier de leur choix.
Il est encore question de jeunes, cette fois-ci de pensionnaires des centres d'observation des mineurs d'Abidjan et de Bouaké. L'activité sportive est envisagée comme solution pour leur réinsertion dans la société. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Resocialiser les jeunes en rupture avec la société par le sport. C'est l'objectif du projet Sport au centre d'observation des mineurs d'Abidjan et de Bouaké au service de la réinsertion. Il vient d'être lancé à Abidjan par l'organisation La Balle aux prisonniers et l'ambassade de France. Le projet Score est un projet de 18 mois financé par l'ambassade de France ici à Abidjan. Il a pour objectif donc la réinsertion des mineurs. Et dans ce cadre-là, nous allons donc mettre en place différents types d'activités. À travers ces activités donc, de sportives et ludo-éducatives, nous souhaitons donc réinstaurer au sein du COM certaines règles. Et donc l'apprentissage des règles est important dans le sport. Le centre d'observation des mineurs, en abrégé COM, au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, sera bientôt fermé au profit d'un nouveau centre moderne dont le chantier sera lancé à Bingerville d'ici à la fin de l'année. Outre le sport, l'encadrement professionnel sera également de mise. Nous allons aider à la réhabilitation des salles de classe ou pièces assimilées à des salles de classe dans les communes d'Abidjan et de Bouaké. Et nous ferons également une formation professionnelle, que ce soit en cuniculture, donc en élevage de lapins, en pisciculture pour les poissons, mais également en pâtisserie. Le nouveau centre d'observation des mineurs accueillera 70 pensionnaires. Et sur la scène politique ivoirienne, la direction exécutive du RHDP a initié une rencontre avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. L'objet de ces échanges est de présenter à ces personnalités la vision du RHDP. Moussa Konaté. Des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire échangent avec les membres de la direction exécutive du RHDP, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. La rencontre vise à expliquer à ces représentants d'États et d'institutions internationales la vision du parti des Oufouettis pour une Côte d'Ivoire engagée sur la voie du développement. Votre posture en tant qu'ambassadeur doit aussi nous aider à pouvoir trouver des solutions idoines à chaque fois que de besoin. Le président Alassane Ouattara, homme d'ouverture, homme d'écoute, nous a donc mis en mission pour que le RHDP non seulement épouse les attentes de la population, mais soit aussi à l'écoute de l'extérieur que vous représentez. Parce que nous voulons un pays fort à l'intérieur, ouvert sur l'extérieur. Et vous êtes donc représentatif de l'extérieur. Politique, cohésion sociale, élections, économie, entre autres sujets abordés au cours de cette séance. Une approche qui réjouit la délégation des ambassadeurs. C'est important d'avoir un échange franc, un échange amical. Mais dans cet échange, au moins pour l'Union européenne, je peux vous dire, il ne faut jamais oublier qu'on veut exactement la même chose. Et la même chose, c'est quoi? La même chose qu'on veut que les élections en 2020 se passent en paix et que la Côte d'Ivoire puisse réaliser ce potentiel pour être une économie émergente. C'est très important pour nous de mieux comprendre certaines démarches et c'est très important pour vous aussi de comprendre comment nous on réfléchit sur certaines choses. Convaincus de l'importance de ces échanges, les deux parties ont convenu de se retrouver de façon périodique. Et dans l'actualité internationale, près de l'île italienne de Lampedusa, les corps de 13 femmes ont été repêchés ce lundi après-midi. Une dizaine de personnes sont portées disparues après le naufrage la nuit dernière d'un bateau de migrants et certaines de ces femmes décédées étaient enceintes et selon certains témoins, il y aurait 8 enfants et d'autres femmes enceintes parmi les personnes disparues. Par ailleurs, 22 personnes ont pu être secourues et transportées jusqu'au port de Lampedusa en Sicile. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain pour un autre journal. Bonsoir à tous.